Alors là, j'ai reçu plusieurs boîtes et je suis content parce que là, on va pouvoir parler marketing un peu. Et comment tu vas? Bah, ça va très bien, je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est super cool. Bah, avec grand plaisir. Bah, déjà, merci de ta confiance. J'ai pas arrêté d'entendre Agence Kourou sur le Slack tout le temps. Et donc, bah, merci pour le travail ensemble déjà parce que ça a été un vrai kiff pour l'équipe. Et j'espère que pour toi aussi. Ouais, franchement, moi j'ai adoré bosser avec vous. Enfin, c'est pour ça que je suis là aussi, hein, tu vois. À chaque fois qu'on m'a sollicité pour quoi que ce soit, moi j'ai toujours été content de tout ce qu'on a fait Trop ensemble bien. et j'ai envie de continuer. Là, on n'a pas pu actionner sur un levier que je voulais mettre en place au mois de septembre. Franchement, de toute façon, avec le temps que j'avais, j'aurais pas pu le mettre. Mais ouais, je suis super content moi, de l'accompagnement depuis le début. Donc, quand on m'a sollicité pour faire ce podcast, enfin, j'étais super content de pouvoir le faire, quoi. Génial. Ouais. Génial, génial. Et comment tu présentes Agence Kourou aujourd'hui? Écoute, l'agence Kourou, c'est un peu entre l'agence de branding et l'agence de publicité. En fait, il faut que je revienne un peu à mon passé. Moi, je suis un publicitaire. J'ai bossé dans une agence qui s'appelle Macan. J'ai bossé sur tous les gros comptes de l'agence. On positionnait des marques dans le monde comme L'Oréal, Nespresso, Nestlé. Et derrière, ensuite, on activait la marque sur tous les leviers. Donc, on est passé du traditionnel au digital parce que j'ai vécu cette transition qui n'a pas toujours été facile. Ça a fait du mal à l'agence. Beaucoup de nouveaux players qui sont arrivés, etc., qui ont fait du mal aux grosses agences historiques. Bref, j'avais fait le tour de cette agence. Je suis rentré vivre à Marseille. Moi, je suis originaire de Marseille. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après une première aventure en étant associé avec quelqu'un. On n'avait pas la même vision et surtout, on a eu des projets sur lesquels j'ai testé le projet que j'ai mis en place avec l'agence. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, en fait, je me suis appuyé sur ce que je sais faire, c'est-à-dire à la fois positionner des marques. Donc, c'est pour ça qu'on va dire agence de branding. On va les positionner à la fois dans le fond, c'est-à-dire une plateforme de marque, une vision, mission, une promesse, peu importe le besoin du client. Et derrière, on va le positionner dans la forme, c'est-à-dire une identité visuelle. Et souvent, les gens font l'amalgame. Ils disent positionnement pour une identité visuelle, mais non, si on n'a pas déjà travaillé le fond, c'est juste une refonte de l'identité visuelle, mais c'est pas un repositionnement de marque. Et derrière, du coup, agence de publicité, parce qu'on va être capable de pouvoir activer la marque sur tous les leviers, que ce soit social media, digital ou traditionnel. Et donc, en fonction des problématiques clients, on va pouvoir du coup développer des campagnes en partant du planning stratégique, la création, la production de contenu et derrière voir la médiatisation pour certains clients, certaines typologies de clients en tout cas que je cible. Ok. Voilà un peu l'agence. Qui ça? Quelle typologie de client? En gros, j'aime bien travailler avec les startups scale-up ou des PME qui sont en forte croissance. Donc, on n'est pas forcément sur des produits d'innovation, mais qui ont quand même un peu une esprit startup. Et pourquoi? Parce que en fait, on leur offre une manière de travailler qui fonctionne bien en fait avec cette cible particulièrement. En fait, premier levier, c'est qu'on travaille en co-création avec eux. Et en fait, nos clients, ils adorent ça parce qu'on se retrouve autour de la table avec eux. On fait, ça peut être du design thinking, design sprint plutôt, ou juste des workshops ou des ateliers créatifs où ils sont acteurs et nous, ça nous permet de tester des idées. Ça va beaucoup plus vite. On valide des choses en direct avec eux. Okay. Et en fait, le fait qu'ils soient acteurs dans une marque où en fait il y a tout à faire encore, les gens, ils adorent ça. Après, ce levier plaît quand même à beaucoup de gens. Et on a une manière de travailler en fait où on travaille vraiment de la stratégie disruptive, c'est-à-dire qu'une startup, une scale-up, c'est soit elle a besoin d'être disruptive sur son marché parce qu'en fait c'est un marché mature où il va falloir taper un grand coup pour se faire connaître. Soit tu as une innovation produit qui fait que tu vas créer un nouveau segment de marché. Du coup, c'est la même chose. Alors peut-être qu'il y en a un, on va être plus émotionnel, l'autre, on va être plus rationnel, fonctionnel sur quel est le produit qu'on va devoir vendre. Mais dans les deux cas, il va falloir frapper un peu fort. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que je m'étais installé à Marseille, dans cette idée d'avoir aussi, d'être un petit peu anti-establishment, de travailler avec des gens qui ont un peu aussi une autre manière de penser que les agences parisiennes. Je pense qu'en province, il y a aussi du talent, des qualités, et on va voir ce que ça donne en tout cas. Trop bien. Et là, ça donne quoi aujourd'hui niveau... vous êtes combien niveau chiffre, ça donne quoi? Écoute, j'avais visé pas très haut sur mon premier business plan. Finalement, je pense qu'on va quasiment doubler le chiffre d'affaires qu'on avait prévu. Ça s'est super bien passé. On a signé à la fois des gros clients sur des campagnes ponctuelles. Là, pour le coup, c'est plutôt de l'ETI, des choses auxquelles on s'attendait pas trop, mais qui sont venus par la prospection et par du réseau aussi, type Europe Assistance, la Halle, qui nous ont permis du coup de générer en fait des campagnes à plus-value. Là, c'est pas les mêmes budgets que quand on travaille avec des startups scale-up, parce que c'est pas les mêmes structures. J'ai signé un premier retainer avec une scale-up belge dans la fintech. Et en fait,
Je m'attendais pas à avoir ce succès-là. Surtout quand j'ai commencé à travailler avec Scalezia, c'était moi ça faisait 1 an que je testais mon projet en freelance. Je me dis, je voulais voir est-ce que ça va fonctionner, etc. Est-ce que ça peut prendre. Et en fait, ça travaillait que sur le réseau, le bouche à oreille. Sauf que ça a fini par s'effondrer parce que en fait c'est très aléatoire. Et donc je crois que c'était en janvier que j'ai consulté du coup Scalezia, et ma problématique c'était il faut que je génère des leads là, parce que moi j'ai plus de chômage, j'ai rien là, j'ai vraiment je vivais sur mon fric que j'avais de côté, et je suis pas milliardaire, j'ai pas de la famille qui peut me permettre d'investir, etc., ou des gens qui pourraient m'aider. Donc il fallait que j'accélère. Et Scalezia, ça m'a permis, je sais pas si on anticipe un peu sur des questions que tu vas me poser par la suite, mais Scalezia m'a permis de structurer toute mon approche commerciale, de commencer à faire mes premières campagnes marketing, et de là a commencé du coup le développement de l'agence. Et finalement, je pense qu'on va doubler à peu près. Quand on m'a sollicité, j'avais dit qu'on ferait peut-être 50% de plus de chiffre d'affaires, et là en fait, on a signé plein de choses là sur septembre et jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va doubler le chiffre d'affaires. C'est pas un énorme chiffre, mais je sais pas s'il faut donner des chiffres, mais on va faire peut-être pas une bonne idée. Comme tu veux. Je vais le garder pour moi. Je préfère parler de clients et laisser les gens imaginer des choses. Comme tu le sens, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais moi, ce qui m'intéresse perso, c'est même pas la valeur absolue, c'est le flux. Donc moi, j'adore parler en pourcentage. Alors tu vas sur le site et on parle d'augmenter son chiffre d'affaires de X%. De 30% aujourd'hui, c'est la data, c'est en 6 mois, c'est ce qu'on va chercher en moyenne. Donc c'est trop cool, parce que c'est là que tu crées des exponentiels. Donc si derrière tu arrives à maintenir un pourcentage élevé, forcément dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas être vachement plus avancé que si tu cherches à aller faire plus 300 000 par an. En fait, au final, ça veut pas dire grand chose. Donc non, c'est trop cool, et surtout pour une boîte qui est en train de se structurer, c'est ça qui est trop bien. Ouais, exactement. Ouais, je m'attendais pas à ce succès. C'est positif. Après, c'est une première année, ça permet de se dire on va faire une deuxième année. Là, les projections sur le début de l'année sont plutôt positives. Il y a plein de petites choses qui tombent. Il y a des gros projets qui devraient arriver aussi en cours, qui sont en discussion. Donc franchement, c'est plutôt ultra positif, pardon. Et puis maintenant, faut continuer à se battre, il faut continuer à travailler, parce qu'il y a que ça qui paie, à se faire connaître, à mettre en place des choses, à développer l'agence. Alors justement, en parlant de choses à mettre en place, vous avez, t'en as touché 2 mots déjà, mais vous avez identifié quel sujet quand vous avez commencé à bosser ensemble, quand on a commencé à bosser ensemble. D'ailleurs, t'as bossé avec qui dans... Avec Mélanie. Mélanie, okay. Ouais. Ça a été mon contact tout du long. Bien. Et ça s'est super bien passé, ultra positive. Elle a toujours bien compris ce que je voulais. Je me rappelle plus la première personne que j'avais eue chez Scalezia. Je suis pas très bon pour les prénoms. Jules, Alex, Antoine, Romain. Peut-être Romain. Je suis désolé. Pour lui, s'il m'entend, il va m'en vouloir. Mais je me rappelle très bien à quoi il ressemble. Mais malheureusement, je suis pas très bon pour les prénoms. Mais en tout cas, je me rappelle que dès que je lui ai exposé mon problème et ce que je voulais mettre en place, il a tout de suite compris. Et en fait, ça a été le premier filtre qui a fait que tout s'est bien passé, je pense, par la suite derrière. Et donc ça, c'est très bon, tu vois, ça a été très positif dès la première prise de contact. Et donc moi, vraiment, quand je suis arrivé, c'était la crise, c'est-à-dire que jusque-là, j'avais eu que du bouche à oreille, ça rentrait, c'était génial. Et en fait, je venais de créer la société, et en fait, le bouche à oreille, ça a un peu effondré, parce que en fait, c'est très aléatoire, hein, et j'avais besoin du coup de générer des leads. Donc la première chose, c'était première grosse problématique, c'est comment on fait pour générer du lead rapidement, pour essayer de transformer ensuite ces leads en clients. Et donc, la stratégie qu'on a mis en place avec l'équipe, c'était de travailler à la fois sur des leviers un peu outbound, de l'emailing en l'occurrence, de travailler aussi sur du personal branding. Ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis un moment. J'avais mes idées en tête, en tout cas de choses que je voulais faire sur LinkedIn. Et donc, on m'a mis après les experts en face pour pouvoir développer tout ça. Il y avait un troisième volet qui était aussi de commencer à structurer avec des outils opérationnels pour pouvoir gérer à la fois les freelances avec lesquels je travaille, mais aussi les équipes avec lesquelles je travaille et la relation avec le client. Donc on a activé en fait sur 6 mois à peu près ces trois leviers-là, avec un gros focus au début sur remettre en place vraiment toute la stratégie commerciale de l'agence. En fait, il y avait plein de choses dans ma tête, mais là, on m'a permis de tout remettre par écrit, de tout revoir, de mettre des outils en place que j'avais pas imaginé, parce que c'était pas mon métier, hein. Moi, je faisais du conseil en communication, en publicité. Je faisais pas du commercial pur. Donc voilà, on est reparti des fondamentaux, et ça nous a permis de pouvoir ensuite développer des stratégies qui ont été efficaces, hein, en tout cas, parce que si je double cette année, c'est en grande partie, ou en tout cas, c'est en partie aussi grâce à Scalezia. Donc voilà.
Trop bien. Et ça a été quoi vraiment le sprint qui a été le plus... parce qu'on parle de sprint chez nous, qui a été le plus transcendant? Alors ça va dépendre, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnalités particulières avec qui j'ai vraiment accroché et qui ont été géniales, même si globalement ça a été génial avec tout le monde. Mais finalement, en fait, de repartir sur les bases, ça a été le plus stimulant parce qu'en fait, ça m'a permis de me reposer la question de qui est ma cible, où est-ce qu'elle est, comment je peux aller la toucher. En fait, on est reparti sur des fondamentaux et ça a été pour moi le plus stimulant, je trouve. Après, c'était presque naturel ce qui venait, même si on avait besoin d'avoir des gens qui avaient une connaissance métier pour structurer, cadrer, faire en sorte de respecter les règles pour être efficace et opérationnel sur les différents leviers. Mais ouais, vraiment, cette première partie, ça a été génial. Ça a été la plus stimulante d'un point de vue travail. Après, je me suis éclaté avec toutes les personnes et j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens qui comprenaient vraiment mes problématiques. Et pour le coup, j'ai été démarché aussi par plein de personnes en parallèle. J'avais fait des choses en parallèle aussi de Scalesa parce que j'avais envie aussi de voir un peu où est-ce que je pouvais placer mes billes et voir ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et j'ai pas eu la sensation d'avoir des gens qui comprenaient vraiment ma problématique, c'est-à-dire qui était vraiment ma cible et quel était vraiment mon métier. Et c'est ce qui fait que ça a été ultra positif tout du long et que ça a été hyper performant aussi, quoi. Comment t'expliques qu'on ait aussi bien compris ton métier? Je sais pas, beaucoup d'empathie peut-être. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, je sais pas, ça fait peut-être monde des bisounours, mais j'ai eu l'impression que les gens étaient vraiment empathiques, ils avaient vraiment envie d'être là pour t'aider et ils étaient pas genre business driven, c'est-à-dire on veut pas faire du chiffre avec lui, on va lui tirer du fric au max. Donc ouais, je pense que c'est ça, vraiment cette empathie, être capable à se projeter dans le besoin de l'autre, sa psychologie, et c'est ce qui fait que j'ai eu des super rapports aussi avec tous les experts que vous m'avez mis. Donc ça a été aussi bien du côté Scalesa, Mélanie, la première personne, je me rappelle pas son nom, il va m'en vouloir, et du coup tous les experts que vous m'avez mis derrière. Je me rappelle même la dernière personne avec qui j'ai travaillé, j'ai l'impression qu'elle était dans ma tête, quoi. Genre je lui disais voilà, moi j'ai envie de faire ça, elle me dit ouais putain c'est génial, mais on pourrait ajouter ça. Je lui dis mais attends, mais genre t'as mieux compris mon produit que moi, quoi, tu vois, genre c'était génial. Franchement, je pense que c'est ça, cette empathie, cette capacité à se projeter dans l'autre. Après l'expertise. Bah, c'est vraiment ce qui a été game changer pour nous. C'est à partir du moment où on a compris que l'essentiel des résultats provenait du relationnel qu'on avait créé et des moments qu'on allait créer. Et c'est pour ça qu'on privilégie les visios. On peut pas le faire en présentiel par souci logistique, mais sinon on le ferait. Mais des visios, on se donne le temps et on fait ça régulièrement pour créer un rendez-vous, pour que tu puisses créer un rendez-vous avec toi-même aussi. Ouais. Avec tes objectifs, créer cette accountability en fait, et c'est là en fait que tu as cette transmission qui se fait par empathie, parce que la pédagogie, un des grands pans de la pédagogie, ça reste avant tout l'empathie, savoir dans quel état émotionnel, psychologique la personne que tu es en train de former est à l'instant T, tu vois. Et donc je suis trop content d'avoir cette écho là, quoi. Ça fait trop plaisir, et au-delà de l'expertise en elle-même qui est fondamentale, mais l'expertise sans contexte, sans empathie, ouais, effectivement pédagogiquement ça colle pas au bout d'un moment, quoi. Exactement, et c'est rigolo, mais quand j'ai voulu créer ma société, que j'ai découvert Scalesa et la manière dont vous travaillez, les personnes avec qui vous travaillez, et quand j'analyse un petit peu votre marque, en fait ça fitait avec plein de choses que moi j'essaye de mettre en place. Okay. Tu vois, c'est tout bête, mais travailler avec des gens qui sont un peu des rayons de soleil, avec qui c'est un plaisir d'être au téléphone ou en visio, c'est tellement important, tu vois. Alors, parfois, il y a peut-être des experts qui sont vraiment des as dans leur domaine, mais si j'ai pas ce relationnel, moi je suis quelqu'un où l'émotion elle est très forte, donc très importante pour moi. Du coup, si j'ai pas ce relationnel, ça passe pas. Donc ouais, c'est pour ça aussi que ça s'est bien passé, parce que je trouve que tout le cercle de valeurs que vous défendez, en fait, il était en parfaite relation avec le mien et celui que j'essaie de mettre en place pour ma boîte. Trop bien. Et là, on a déjà... T'as déjà partagé quelques résultats, mais là, si tu pouvais nous faire un petit état des lieux des résultats en tant que tels qu'on a été chercher ensemble, soit chiffrés, soit pas, mais qu'est-ce que ce serait? J'avais écrit des choses dans un mail quand on m'avait dit qu'on allait faire ce podcast. Malheureusement, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais globalement déjà, le développement du chiffre d'affaires, donc le nombre de leads entrants dans l'agence avec la stratégie d'outbound qu'on a mis en place. Okay. Je pourrais pas redonner les chiffres exacts parce que je les ai pas en tête, mais clairement il y a eu un avant, un après, et aujourd'hui en fait c'est pas exponentiel. J'exagère certainement le trait. Je suis Marseillais, donc faut pas m'en vouloir.
mais vraiment, ça a été significatif très rapidement, en fait. Okay. Et aujourd'hui, ça continue de croître. Donc ça a été le premier bilan extrêmement positif. Le deuxième, ça a été la stratégie de personal branding. Après, j'avoue que sur la stratégie de personal branding, ça m'a demandé du temps parce que je suis trop perfectionniste, j'ai trop envie de faire des choses extrêmement bien. Les sujets, j'ai envie qu'ils soient extrêmement hyper pointus quand je les aborde. Ça a été un peu plus difficile après pour tenir le rythme. Du coup, j'ai un petit peu lâché. Mais ouais, si je devais dire le premier gros levier vraiment le plus important, c'est cette stratégie d'outbound. Et c'est tout bête, mais aussi tout ce qu'on a mis en place en amont sur la stratégie commerciale, ça me permet de mieux closer en fait les deals, ça me permet d'être plus puissant en fait dans les premiers rendez-vous de découverte, dans le premier rendez-vous client. Et donc c'est ce qui me permet à la fois d'avoir des leads. La stratégie outbound m'a permis d'avoir des leads entrants avec un volume croissant, et derrière d'avoir revu les fondamentaux en fait de ma stratégie commerciale, ça m'a permis de transformer bien plus facilement que ce que je pouvais faire auparavant, même quand j'avais testé mon projet en freelance et que c'était des gens en plus qui venaient de mon réseau qui n'étaient pas forcément toujours transformés aussi. Okay. Donc voilà. Trop bien. Donc ça t'a permis d'affiner ton positionnement de ta boîte, ton positionnement à toi. On parlait de personal branding, et donc derrière ça crée une clarté dans ta chaîne de valeur qui te permet de vendre d'autant plus facilement, de savoir à qui tu t'adresses, comment t'adresser à eux, et d'être en phase avec chaque pan de ton marketing, de ton produit et de ton commercial, quoi. Exactement, je pense que ce que tu viens de dire, ça décrit bien. J'avais déjà quand même un produit qui était ultra avancé, c'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup bossé sur mon business plan, mais ça m'a permis de travailler sur certaines choses. On a mis en place aussi des process qui m'ont permis de faire remonter des insights en fait clients, que ce soit des clients qu'on a transformés ou des clients que j'ai pas réussi à transformer, qui m'ont permis du coup d'améliorer en fait la connaissance de ma cible et de pouvoir encore mieux ajuster mon discours commercial, de mieux ajuster mes produits à ces cibles-là. Donc ouais, ce que tu viens de dire, c'est hyper pertinent. Ouais. Génial. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Franchement, moi, vraiment, je pense que le seul défaut, si je devais être vraiment 100% honnête avec vous, c'est il y a des sujets sur lesquels, en fait, votre stratégie, c'est vraiment de donner les clés aux entrepreneurs pour pouvoir acquérir en fait les compétences et les connaissances. Le problème, c'est que moi, je suis tout seul et que, en fait, c'est un vaste champ qui est très large. Alors, au début, j'avais pas forcément la trésorerie pour tout activer, mais il y a eu un moment où j'aurais bien aimé commencer à activer des choses avec des gens extérieurs, parce que ça m'a permis quand même d'avoir la connaissance, par exemple, sur le personal branding, mais j'aurais bien aimé pouvoir ensuite être accompagné par Scalisia avec quelqu'un qui prenne vraiment le relais pour moi, pour être beaucoup plus opérationnel. Et je voudrais dire, s'il y a vraiment le seul défaut que j'ai rencontré avec vous, c'est celui-là. Après, honnêtement, ça s'est super bien passé, donc moi, j'ai pas de problématique particulière. Mais vraiment, c'est ça. Je pense que il faudrait que vous arriviez à trouver une solution pour cette problématique-là, parce que je pense que je dois pas être le seul entrepreneur à vivre ça. En fait, on est déjà sursollicité. En plus, je fais mes recos, je fais la gestion de projet sur mes clients, parce que j'étais tout seul au début, donc il va falloir que j'embauche. Mais tant que je pouvais pas embaucher, on peut être un couteau suisse, mais à un moment donné, on s'essouffle. Donc voilà, j'avais besoin sur un sujet spécifique, et ça, on n'a pas pu l'activer ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un petit peu en suspens. Donc les gars, si vous voulez, on peut en rediscuter encore après. C'est en l'occurrence le personal branding. Donc ouais, ce serait ça pour moi la problématique ou la reco que je pourrais vous faire. Ok. On est en réflexion active sur le sujet, je t'avoue, parce que c'est un retour qu'on a très fréquemment. C'était un parti pris, nous, de nous concentrer sur l'internalisation, mais forcément, c'est un signal tellement fort, et c'est en plus quelque chose qu'on est tellement en mesure de faire, même ne serait-ce que structurellement, que c'est quelque chose qu'on est en train de creuser. Donc je pense qu'on va te donner des nouvelles très rapidement sur le sujet. Ouais. Cool. Et ouais, sur si tu avais vraiment un axe d'amélioration sur l'advisory en tant que tel, sur le travail qu'on a fait ensemble, même si tu dois être ultra picky, tu vois, qu'est-ce que ce serait ? Franchement, vraiment, moi j'ai une relation qui s'est super bien passée avec... Vraiment, enfin c'est pas pour faire le mec, mais j'ai vraiment rien à dire, quoi. Ça a été génial du début à la fin. Le seul problématique, je te l'ai dit juste avant,
Et vraiment, dans l'accompagnement, tout était parfait. Genre, on anticipait mes besoins, on anticipait mes demandes. On m'a jamais lâché dans la nature. On a toujours un suivi. On a des gens qui sont extrêmement positifs, qui te comprennent, que ce soit les experts ou Mélanie et Jenny, parce que j'ai aussi eu Jenny après qui est arrivée dans la boucle, tu vois. Je me suis jamais senti non plus trop pressé parce qu'il y a eu un moment où je voulais activer un truc, finalement on l'a pas fait. J'ai jamais eu cette sensation où j'avais une épée Damoclès en mode quelqu'un qui me tirait en mode il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et donc ça c'est aussi important que vous laissez aussi le champ d'action et le temps de respirer, de souffler aux personnes que vous accompagnez. Donc ouais, moi, franchement j'ai pas d'avis négatif ou de problématique que j'aurais rencontré là-dessus. Trop bien. Et ça te dit qu'on parle un peu de la suite? Ouais, carrément. Tout à l'heure en off, tu me parlais de tes enjeux à venir là. Est-ce que tu as envie qu'on en discute un petit peu, voir comment je peux t'aider? Ouais, moi je découvre l'entrepreneuriat et donc là, quand j'ai sollicité Scalidia, l'idée c'était vraiment, tu vois, de générer du lead rapidement parce que j'avais besoin de faire de la croissance pour continuer à exister. En fait, maintenant, j'arrive à un croisement où je me dis, OK, maintenant, c'est bien, ça commence, il y a encore du travail, on n'y est pas encore, il y a encore plein de choses à faire, mais on arrive à un croisement où je me dis, OK, maintenant, la société est en train de se structurer, il y a peut-être un moment où il va falloir embaucher, et comment je vais faire, comment je vais pouvoir prendre mes décisions. Et en fait, j'aimerais qu'on m'apprenne un petit peu à piloter l'entreprise de manière, par la finance, en tout cas financièrement, l'entreprise. Okay. C'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, quand j'ai commencé, on a fait un business plan avec quelqu'un avec qui j'avais été accompagné parce que je savais pas le faire. Moi, je savais faire toute la partie réflexion, analyse de la cible, structure du produit, etc. Bref, la stratégie marketing, etc. Mais par contre, j'étais en incapacité de me projeter pour faire un business plan. J'avais jamais fait ça, personne m'en a jamais parlé, donc on l'a construit ensemble. En fait, ce qu'on a fait en instant T aujourd'hui, un an après, moi je me rends compte que c'était bien, ça m'a permis de me lancer, mais ça a évolué et j'aimerais bien le faire évoluer. Et comment le faire évoluer? Et tu vois, c'est plein de questions aujourd'hui que j'ai en suspens sur ce volet-là. Comment je fais? Demain, je veux recruter. À quel moment c'est le bon moment? Est-ce que je dois prendre des gens à l'extérieur? Est-ce que c'est le moment de recruter? C'est des questions que je me pose qui vont arriver assez rapidement et il va falloir que je puisse y répondre. Donc ouais, c'est un peu le sujet aujourd'hui qu'il va falloir aborder dans le courant du premier trimestre, quoi. Ok. Donc là, concrètement, ça serait un sujet de comment est-ce que tu mets en place ta première armature de croissance, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Là aujourd'hui, d'un point de vue cash, est-ce que tu es en mesure... Qu'est-ce que tu es en mesure de faire, là, aujourd'hui? Là, je vais sortir de la trésor pour moi me sécuriser une année en plus. C'est vrai que ça va faire un coup pour l'entreprise, mais en fait, c'est soit ça, soit je continue pas. Mais je sécurise quand même un niveau de trésorerie qui reste assez convenable, on va dire. Et je vais avoir pas mal de choses qui vont arriver en janvier, qui vont pouvoir me permettre de gonfler la trésor. Des retainers aussi qui vont arriver, ce qui veut dire qu'en plus, il va falloir faire de la gestion de projet sur du continu et il va y avoir des rentrées d'argent qui vont être un peu plus continues aussi. Donc, ça permet de stabiliser en fait les revenus de l'agence. Ça, c'est cool. Et donc derrière, je peux pas être au four et au moulin, donc il va bien falloir à un moment donné que soit je prenne quelqu'un à l'extérieur, et donc on va voir justement quelle sera la meilleure solution, soit internaliser. Moi, dans mon idée, c'était d'externaliser tout ce qui était créatif, ressources stratégiques, mais tout ce qui est fonction support, relations clients, je voulais les internaliser pour pouvoir les former à ma façon. Donc dans mon idéal, j'aimerais pouvoir l'internaliser. Après, est-ce que mon niveau de trésorerie sera suffisant pour pouvoir le faire? Est-ce que le flow de cash qui va rentrer sera suffisant pour se dire qu'on a une situation qui est pérenne pour le faire, pour à la fois moi survivre et aussi pouvoir payer quelqu'un correctement? Petit exercice de pensée, si demain, si tu devais garder qu'un seul des piliers aujourd'hui, qui selon toi fait la différence? Pour le moment, c'est le produit, je crois. Ok. Ouais, franchement, à chaque fois que je fais un pitch, que je pitch l'agence, peu importe le contact que j'ai en face de moi, j'ai des arguments qui font mouche. Ça veut pas dire que ça se transforme toujours derrière, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a plein de choses que j'ai en tête que j'ai pas encore eu le temps de mettre en place, notamment sur tout l'accompagnement en co-création avec des workshops qui soient vraiment brandés agence Kourou, tu vois. Mais vraiment, je sais que mon produit est bon et c'est pour ça que je crois en moi depuis le début, parce que je sais que mon produit est bon, je connais mon marché, je connais les clients avec lesquels je travaille, je connais bien mon métier. Ce serait vraiment ça. Si ça répond à ta question, ce serait ça. Ok. Et donc là, pour toi, tu penses judicieux de déléguer cette partie-là? D'externaliser cette partie-là, en tout cas? Si je l'externalise, ce sera avec des gens de mon réseau, des gens de confiance avec qui je travaille déjà, en fait. Tu vois, des project managers avec qui je travaille qui sont en fait des gens seniors.
Mais j'aimerais bien commencer à insuffler un souffle à l'intérieur de l'entreprise pour dire qu'on a une structure, qu'on existe, qu'on n'est pas juste que des personnes extérieures qui travaillent ensemble. Commencer à créer une vraie identité de marque, une vraie cohésion de groupe au sein de la boîte. Forcément, peut-être que c'est plus facile aujourd'hui d'aller chercher quelqu'un en extérieur parce que un senior en freelance, on n'a pas les mêmes charges, donc on peut se permettre peut-être, tu vois, sur des opérations spécifiques d'aller les chercher. Quand on internalise quelqu'un, il faut pouvoir le rentabiliser et donc c'est plus la même logique, pardon. Mais dans mon idée, j'aimerais pouvoir, c'est vrai, internaliser pour les raisons que je viens de te dire, quoi. Okay. Sur quel sujet au pluriel, les 3 sujets, t'apportent le plus de valeur à ta boîte aujourd'hui? Et est-ce que tu peux me les trier par ordre de facilité de délégation selon toi? Ok. Aujourd'hui, la manière dont je pitch l'agence et dont le contact que j'ai avec des leads, des prospects ou mes clients, franchement, je pense que c'est ma force. Les gens, ils ont confiance en moi, ils ont confiance en mon discours, ils comprennent l'expertise. Quand j'arrive sur une première présentation, j'ai déjà toujours en fait une première vision stratégique sur ce qu'on pourrait faire sur le client. Je suis pas un planner strat, mais j'ai déjà en fait anticipé une grosse problématique client. Et ça, j'avoue que c'est une vraie plus-value parce que je me retrouve face à des boîtes où en fait c'est des commerciaux qui comprennent rien à leur métier. Et j'ai eu des clients où lesquels j'étais en pitch qui m'ont dit mais en fait quand on les appelait, ils n'étaient pas capables de répondre. Toi on t'appelle, tu as une réponse et on comprend que tu connais ton métier. Donc ça c'est une réelle plus-value. Mais c'est vrai que si je fais rentrer un junior, je pense qu'il va falloir le former. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va être le plus évident dans un premier temps. Ensuite, c'est ma capacité à gérer un projet. Je suis quelqu'un d'organisé, tu vois, genre, c'est toujours très réglo, toujours, on dépasse jamais les budgets, on est toujours dans les délais. Et ça, c'est un truc que j'ai appris chez Macan à l'époque avec des boss qui m'ont mis tellement la misère que j'ai appris à devenir extrêmement organisé, rigoureux, méticuleux. Je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui aussi rassure les clients. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à trouver. Donc, sur la partie commerciale, sur la vente ou l'avant-vente, même le closing, etc., je pense que ça risque d'être peut-être un petit peu plus complexe parce qu'il faut aller chercher quand même de la seniorité. Mais surtout, ce qui est gestion de projet après au quotidien, si je trouve quelqu'un de rigoureux qui est capable d'avoir cette méticulosité dans son métier, ça, c'est quelque chose qui peut être facilement délégable. Donc, je t'ai donné que 2 éléments. Et après, le troisième, ça serait le marketing digital. Et là, pour le coup, je suis pas un expert. Je me suis fait accompagner par Scalisa là-dessus. J'ai appris plein de choses. Mais je pense qu'à terme, c'est quelque chose qu'il faudra que je délègue aussi parce que ça me prend beaucoup de temps et je suis pas un expert et peut-être que quelqu'un qui sera plus senior que moi là-dessus pourra prendre le relais. Après, est-ce que c'est externe, interne? C'est un peu la même question aussi qu'on peut se poser, quoi, tu vois. Moi, comment je procéderais à ta place? Je ferais vraiment l'inventaire des tâches que tu fais aujourd'hui. Ouais. Je prendrais une feuille Excel, tu vois. Je ferais l'inventaire de toutes les tâches que je fais, du temps que ça me prend. De l'indice, je mettrai une note sur 10 à chaque fois, du niveau, l'appréciation sur 10, ouais. de l'idée que, est-ce que le fait que je le fasse moi apporte un différentiel, un surplus de valeur ou pas, tu vois. C'est formulé bizarrement, mais en gros, est-ce que le fait que je m'occupe de la vente, est-ce que le fait que je m'occupe par exemple de toute l'administration commerciale, est-ce que ça a une plus-value que je le fasse moi? Et là, tu quantifies ça sur 10. Et ensuite, sur 10, facilité de délégation. Ouais. Et tu fais une moyenne de ça. Et là, tu as une petite roadmap qui va se dessiner sur les tâches que tu dois déléguer en priorité. Comme ça te permet aussi d'identifier les tâches sur lesquelles tu apportes le plus de valeur. Et ça te permet aussi de te concentrer idéalement sur les tâches qui te génèrent le plus de temps. Je pense que derrière, il y a aussi un travail de morcellement que tu peux faire. Par exemple, quand tu me parles de la vente, tu as tout l'aspect avant-vente, après-vente, tu as tout l'aspect lead gen, tu as tout l'aspect administration commerciale. Ouais. L'idée, c'est d'identifier à quel moment toi, tu apportes vraiment 90% de ta valeur. Je suis pas sûr que tu apportes de la valeur sur l'administration commerciale. Je pense que c'est absolument pas. Je pense que tu pourrais le déléguer à peu près n'importe qui. Tu fais absolument pas la différence là-dessus. Là où toi tu fais la différence, c'est clairement sur la partie vente consultative. C'est sur l'aspect purement closing.
Est-ce que ça veut pas dire que demain, si tu as un sales qui s'occupe de toute l'administration commerciale, qui s'occupe de toute la qualification, tu vois, la pré-qualification, qui s'occupe de la génération de leads, pour derrière caler un call où toi tu vas intervenir en tant que closer, etc. Est-ce que ça veut pas dire que là tu vas te libérer un temps considérable pour avoir d'autant plus d'impact là-dessus? Donc ce travail de morcellement est vachement intéressant parce que ça peut te permettre de rentrer dans le détail. Donc tu vois, dans certaines boîtes, ça va être vraiment la stratégie qui va dénoter parce que les gens sont giga sharp, ils sont excellents dans ce qu'ils font, donc ils vont vraiment faire la différence là-dessus. Dans d'autres, ça va être l'expérience client qui est légendaire. Et dans d'autres, ça va être la production qui est incroyable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils respectent les deadlines, ils respectent tout l'aspect logistique en fait, ce qui donne un surplus de valeur. Là, l'idée, c'est toi de comprendre où toi, tu fais la différence. Est-ce que ça va être sur la stratégie? Est-ce que ça va être parce que tu fais du care de fou? Est-ce que ça va être... Voilà, ça c'est ton appréciation perso. Tu le sais mieux que moi. Mais une fois que tu as identifié ça, il faut faire en sorte de te sortir de tout le reste et de prioriser en tout cas la délégation de tout le reste. Si toi, par exemple, c'est la stratégie, bah, pour l'instant en tout cas, ne conserve que la stratégie. Et ça, tu peux le tirer très très longtemps. Moi, je suis pas forcément pour cet adage de se sortir le plus vite possible de l'opérationnel. Non, parce qu'au bout d'un moment, enfin, déjà parce que dans ton cas et dans beaucoup de cas, tu gardes une part artisanale en fait. Tu fais ça parce que t'aimes ton métier, t'as pas forcément envie demain de te sortir des cas clients. Ça veut pas dire que tu vas apprécier de bosser sur 100% des dossiers, mais jusqu'à un certain stade, tu risques de continuer d'apprécier en fait de bosser pour des clients. Donc le sujet, c'est surtout comment est-ce que tu t'organises et comment est-ce que tu te concentres sur l'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel, ce sur quoi t'apportes l'essentiel de ta valeur et surtout l'essentiel qui te fait profondément kiffer parce que ça reste ta boîte, donc c'est ton terrain de jeu. Donc l'idée, c'est que tu ne gardes que ce qui te fait kiffer toi aussi. Et donc, moi, pour moi, c'est plutôt une problématique d'organisation et de priorisation de ton temps. Il y a 3 types de tâches quand tu es entrepreneur. C'est les tâches subsidiaires. Donc ça, c'est les tâches à faire en fin de journée, quand tu es cramé, inbox 0, admin, compta, etc. Donc les trucs en pro qui sont en attente de délégation, que tu n'as pas encore pu déléguer et tout, mais vraiment à faire en fin de journée, quoi. Et très important. Les tâches productives, donc là, c'est les tâches où tu vas apporter de la valeur pour ta boîte comme si tu étais salarié. Donc ça va être demain, par exemple, toi, bosser la strat de tes clients. Ok. Ça, c'est les tâches à faire en deuxième dans ta journée. Et après, la première tâche, c'est les tâches systémiques. C'est les tâches où tu vas bosser sur ton système entrepreneurial. Tu vas bosser sur tes process, tu vas recruter. Donc là, c'est vraiment ta casquette de CEO qui va structurer sa boîte de sorte que le système fonctionne mieux et de sorte que demain, il puisse se concentrer soit avec encore plus de précision sur ce qu'il fait kiffer au niveau de ses tâches productives, soit même pouvoir complètement s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment une hygiène de travail qui fait toute la diff, parce que tu vas te concentrer tous les jours sur l'amélioration d'un système qui, à terme, va te payer des dividendes toujours plus, et qui surtout va devenir de plus en plus opérant, et te permettre de délivrer toujours plus de valeur. Donc déjà, cette organisation-là fait la diff. Et après, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, cette atomisation de toute ta chaîne de valeur, de tous les pans de ton système en fait. Ne pas hésiter à vraiment rentrer dans le détail, dans ce qui constitue chacun de ces systèmes. Donc par exemple, système de vente, on l'a fait tout à l'heure, système d'acquisition, pareil, tu peux le morceler. Et après te dire, ok, qu'est-ce que là aujourd'hui je peux déléguer? Et une autre pratique qui fait toute la différence, c'est de playbookiser, de documenter au maximum ce que tu fais. Donc sur la base de la spreadsheet qu'on a bossé tout à l'heure avec la priorisation, en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur la base de l'ordre qu'on a défini. Tu vas pouvoir te concentrer maintenant sur la documentation de ce que tu fais. Par exemple, l'administration des ventes. Si tu as identifié que c'est ça que tu dois déléguer le plus vite possible, tu vas pouvoir commencer à faire de la doc dessus. L'objectif, c'est que demain, cette doc-là soit tellement claire, tellement précise, que tu puisses donner ça à un stagiaire de 3e, il sera en mesure de le faire. Donc ça va être avec du Loom, des Notion. Tu as un outil qui s'appelle Guide, G-I-2-D-E,
qui te Ah, je permet connais pas avec ça. IA. En gros, c'est comme un Loom. Tu vois, donc tu enregistres ton écran. Parce que là, tu as une IA en surcouche qui va te générer un tuto, qui va identifier ce que tu fais, tes clics et tout, qui va générer un tuto avec une légende écrite automatiquement. Et donc, ça va te faire un tuto étape par étape écrit. Et donc, tu as d'une pierre deux coups, non seulement la vidéo, mais tu as aussi la base écrite, quoi. Et donc, toutes ces tâches-là, tu vas pouvoir créer de la documentation dessus pour demain le faire faire par quelqu'un d'autre. Et idem pour ce sur quoi, pour les tâches sur lesquelles tu apportes le plus de valeur. Donc, tes tâches à toi, c'est, je pense, fondamental que tu crées ton académie interne, le plus tôt possible, que tu prépares le plus tôt possible cet asset-là de, voilà, c'est l'académie Kourou, tu vois. Et dedans, je vais te former sur la base de toute mon expertise, de mes X années d'expérience, de mes X projets menés, et je vais tout te transmettre. Ça, c'est un truc qui à terme va te servir. Dans quelle échelle de temps, je sais pas, mais qui le jour où tu décides de scaler, le jour où tu décides de déléguer, va te faire gagner un temps de malade mental. Ouais, je vois très bien. Voilà. Et donc, en fait, vraiment réfléchir. Le bon axe de réflexion, selon moi, c'est vraiment réfléchir de façon systémique comme ça. Parce que le système, qui dit système, dit module que tu peux atomiser. Et tu peux te concentrer de façon très très modulaire et identifier les contraintes de ce système. Par exemple, un système d'acquisition qui pêche, si tu le regardes dans son ensemble, tout ce que tu vois, c'est que ça crache pas assez de leads. Par contre, si tu l'atomises, tu vas te rendre compte que potentiellement, en fait, ta landing page est mauvaise. T'envoies du bon trafic. Ouais. Tes emails de conversion sont très bons. Absolument, ils fonctionnent. Par contre, là où le flux pète, c'est parce que ta landing page est mauvaise. Tu corriges ça, derrière le flux reprend. Donc l'atomisation te permet d'identifier l'anomalie et ensuite de débugger. Et le deuxième, c'est vraiment de rentrer dans cette logique de création d'assets en interne. Ce qui fait la différence dans une agence, c'est, enfin, la différence entre une agence artisanale et une agence qui scale, c'est que l'agence qui scale appréhende justement son expertise de façon très algorithmique. C'est-à-dire que tout n'est que playbook au final. Et je pense que c'est ce que tu as dû expérimenter quand tu étais dans ton agence avant, quand tu étais salarié. Ouais. On te demandait de suivre des process parce qu'il y avait le playbook, quoi. Et donc, et c'est d'ailleurs ce playbook-là qui te permettait d'exprimer ta créativité à son plein potentiel du moment que tu suivais le playbook. En fait, c'est exactement la même chose. La même chose pour n'importe quelle boîte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de mettre en place ce playbook-là de sorte que les gens puissent le suivre de façon très algorithmique. Et chaque personne devient un exécutant de cet algorithme-là, avec sa part de créativité, avec sa part potentiellement d'innovation. Ça, c'est à toi, par rapport à ta culture, de déterminer, de placer ce curseur-là d'innovation, de prise de risque, de sortie de route. Ouais. C'est à toi de voir. Mais déjà, de base, en fait, il faut qu'il y ait un playbook. La grosse erreur, c'est de recruter quelqu'un en se disant, je vais recruter un senior, il saura faire, sans aucune feuille de route ni rien. Ça, c'est une erreur dans le sens où c'est une grosse prise de risque. Ça peut, dans l'absolu, fonctionner, mais la plupart du temps, c'est bien plus chaotique que ça. Et surtout, tu crées aucune résilience parce que si jamais ça se passe mal avec cette personne, la personne s'en va et tu te retrouves sans aucun asset. Tu repars à zéro. Donc là, l'idée, en fait, c'est de dérisquer. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est avant même de trouver les réponses sur est-ce que je recrute, est-ce que je délègue à des freelances ou quoi, c'est déjà de commencer à créer cette armature-là et de le préparer le plus tôt possible et de réfléchir vraiment en asset. Et tu vas voir qu'en fait, le jour où les réponses vont se profiler, finalement, les réponses, le jour où le scale va se présenter, tu verras que tu iras de façon beaucoup plus sereine parce que tu sauras exactement comment ça va se passer et tu auras une réflexion product là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, ton playbook, ta question sera plus est-ce que je suis serein à l'idée que les gens vont être en mesure de le faire, mais avec quel degré de succès avec quel degré de méticulosité ils sont en mesure de l'exécuter. Et là, tu rentres dans une réflexion product où tu vas prendre du feedback auprès d'eux. Est-ce que ce playbook était suffisamment clair? Est-ce que cette instruction était suffisamment claire? Oui, non. Oui, le résultat était escompté est là. Trop bien. Non. Ok, on itère. Et après, c'est plus qu'une question de savoir recruter les bonnes personnes. Là, tu rentres dans une autre problématique qui est celle du recrutement. Mais
En fait, tu sais, il y a souvent... tout est interconnecté dans la mesure où, tu sais, en recrutement, le livrable essentiel, c'est la scorecard. Tu sais, c'est vraiment définir... c'est la fiche de poste, en gros, mais c'est définir exactement ce que tu attends du profil. Tu pars de ces attentes-là pour ensuite identifier le profil type qui potentiellement va pouvoir répondre à cette problématique. En fait, faire ce travail-là de playbookisation, ça vole la planche, te facilite le travail de fou dans la rédaction de cette scorecard. Parce que là, tu vas pouvoir voir un petit peu le champ de compétences requis pour réaliser, je sais pas, un bon suivi client, pour produire une bonne stratégie. Ça va te permettre de jauger plus facilement le champ de compétences, la profondeur de ces compétences-là, le niveau d'expérience. Et derrière, ça va te faire gagner un temps de fou dans ton recrutement, quoi. Donc moi, je commencerai vraiment par ça. C'est vraiment un travail, en plus, que tu peux faciliter avec de la tech. T'es pas obligé de partir dans l'exhaustivité pour l'instant, mais commence le plus tôt possible à te constituer un Drive, un Notion, quelque chose où tu vas commencer à prendre note de toutes ces tâches, un peu récurrentes ou toutes ces tâches qui apportent de la valeur. Et tu vas voir que c'est comme si tu écrivais le code, vraiment le code de ta boîte, de ta tech. Tu vois. Et tu vas voir que ça, à terme, c'est quelque chose qui change la donne. Ouais, je vois bien le potentiel que je vois bien le potentiel de ce que tu me dis. C'est un travail qu'on avait un tout petit peu commencé sur la fin de notre accompagnement avec un des experts. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Et je me rends compte du potentiel. C'est vrai que, en fait, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est du temps que tu vas passer à le faire, mais ça va te faire gagner un temps fou derrière pour faciliter, tous les process avec toutes les personnes qui vont rentrer dans la boîte. Ça va permettre de tout cadrer, de faire en sorte qu'on ait toujours la même expérience client, peu importe la personne qu'on fait rentrer en junior, en senior. Et du coup, je vois aussi maintenant, j'imagine, tu vois, le process de recrutement où, en fait, tu as déjà en tête tout ce que tu veux, le profil idéal que tu veux avoir. Et du coup, ta scorecard, elle vient assez naturellement. Ouais. Merci pour le conseil, en tout cas. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, l'année prochaine, j'aimerais bien doubler le chiffre encore. On va voir. On sera là. Ouais, franchement, et je pense que c'est jouable. Génial. T'as tout pour, en tout cas. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci d'être venu. Et tous tes liens sont dans la description. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Salut à tous.